Pour rappeler qu'effectivement les CCI de Bretagne ont un service depuis, on va fêter nos 38 ans dans quelques semaines, qui accompagne les entreprises bretonnes autour de pas mal de thématiques liées à l'innovation, dont historiquement celle de la propriété industrielle. Alors, on a 3 domaines d'intervention, je dirais. Un domaine en partenariat avec l'INPI, je dirais un domaine de sensibilisation, puisqu'on réalise pour le compte de l'INPI, et Jean-Louis développera, je pense que tu diras un mot sur les pré-diagnostics pays que l'INPI et certains conseillers extérieurs comme nous réalisons. Donc là, vous verrez que c'est dans le cas d'un projet, si vous voulez faire le point sur effectivement qu'est-ce qui pourrait être protégé, quels sont les outils qu'il faut mettre en œuvre pour vous assurer un maximum de sécurité dans le développement de vos projets, dont tous les outils que Jean-Louis va développer là. Nous intervenons effectivement sur ces aspects de pré-diagnostic pays. On reste aussi historiquement un service de questions-réponses. Les conseillers des CCI peuvent nous renvoyer les gens qui se posent une question très précise, notamment autour des brevets, des dessins modèles et parfois des marques. Deuxième domaine d'intervention qui est plus documentaire, celui-là, il nous occupe beaucoup, c'est la veille brevet. Donc là, on a plutôt un partenariat avec une entreprise française qui est leader mondial de la base brevet, qui est Questel. Et là, on réalise pour le compte des entreprises bretonnes des veilles qui nous permettent de surveiller les concurrents, les domaines technologiques, mais aussi d'accompagner sur comment lire au mieux ces documents qui sont quand même très particuliers, très riches techniquement, mais qui sont des documents à la fois aussi juridiques. Voilà. On réalise des états de l'art au moment du lancement de vos projets. On peut faire des études que nous appelons état de l'art, où en est la concurrence sur ces dépôts de brevets. Et puis, troisième domaine d'intervention, historique aussi, mais qui va évoluer, c'est la formation. La formation en école d'ingénieurs, là aussi on croise nos amis de l'INPI dans certaines écoles. Et puis en entreprise, beaucoup. Je dis qu'elles vont évoluer parce que de plus en plus, moi je propose aux entreprises d'intervenir sous forme de ce qu'on appelle AFEST, qui veut dire des actions de formation en situation de travail. C'est vraiment accompagner une personne pour qu'elle devienne référent pays dans sa situation de travail et dans son entreprise. Donc voilà ces trois domaines d'intervention que les CCI proposent. La sensibilisation avec le prédiagnostic, la partie documentaire, notamment avec la veille brevet, et puis l'accompagnement en matière de formation pour avoir un premier niveau de vernis et savoir utiliser au mieux tous les outils que Jean-Louis va vous présenter. Voilà, donc pour retrouver notre contact, il suffit de prendre contact avec votre conseiller de CCI et puis il nous transférera votre demande. Voilà. Je laisse la main à Jean-Louis et puis je reste en ligne au cas où il y a des questions quand même complémentaires. Merci Benoît, merci à la CCI pour nous offrir un créneau de sensibilisation à la propriété intellectuelle parce que c'est un sujet majeur aujourd'hui. Oui, alors l'intervention sera plus tournée vers l'aspect marque et signe distinctif, mais comme on le sait tous par rapport à Créateur, on va essayer de balayer tous les outils qui sont à la disposition les outils de propriété intellectuelle pour les mettre en place. Alors, ça ne sera pas un cours de droit, évidemment, on va essayer de montrer des cas et que vous puissiez les adapter, en tout cas par rapport à votre situation de projet. Comme le disait Benoît, le but d'échanger avec de nombreuses entreprises permet d'avoir des retours d'expérience sur des situations et de proposer au mieux effectivement les outils de propriété intellectuelle qui sont à votre disposition. Alors, juste un petit préambule, donc je suis passé directement
Alors, je ne sais pas si on voit bien le diaporama, parce qu'il est un peu tronqué, mais à moins que ça soit moi. Je ne sais pas si tout le monde le voit bien. Il manque un petit bout, ouais. Il manque un petit bout, ouais. Ah, il manque un petit bout. Bon, alors désolé, sur mon écran, il est bien. Donc, je vais réessayer. Allez-y, commencez déjà. Hein, Donc, effectivement, donc l'INPI, comme l'a dit Benoît, il y a beaucoup d'acteurs sur le marché de la propriété intellectuelle. Il y a, nous, en tant qu'INPI, on a un office national hein, qui centralise les titres. Hein, donc, on le verra, hein, les marques, les brevets, les dessins et modèles. On a des missions régaliennes. Alors, effectivement, recevoir les dépôts, les examiner, les enregistrer, les délivrer. On a des missions effectivement de sensibilisation, puisque c'est une vocation forcément importante d'acculturer le monde des créateurs à la propriété intellectuelle. On a aussi des missions, j'allais dire, internationales, puisque évidemment on travaille avec nos homologues dans les pays étrangers ou les organisations supranationales. Ce qui nous demande effectivement de trouver des accords bilatéraux. Je pense notamment aux indications géographiques, aux AOP ou à la lutte anti-contrefaçon. Alors, ça a bien changé effectivement. Et puis une autre mission, mais qui n'est pas l'objet aujourd'hui de du webinaire, qui est effectivement le registre centralisé des formalités. Qui va être effectivement un enjeu pour l'INPI dans les prochaines années sur le traitement et la centralisation des formalités et du guichet unique lors de la création des entités de structure. Mais ce n'est pas forcément l'objet aujourd'hui même si c'est lié effectivement, puisque les gens qui créent des structures, des personnes morales, effectivement réfléchissent naturellement aux noms qu'ils vont donner à leur entreprise ou aux produits. Donc l'INPI, pour vous donner une ordre d'idée, c'est 750 personnes. On est autofinancé par le biais notamment des annuités qui sont reversées à l'INPI. On est situé à Courbevoie, notre siège, et un autre grand établissement à Lille. Et puis, il y a des délégations régionales qui sont organisées par région. Donc là, on est une équipe de 6, basée sur Cesson-Sévigné. Donc 4 personnes qui j'allais dire, accompagnent les entreprises sur les 4 départements de la Bretagne. Donc effectivement, on travaille avec tous les partenaires, notamment l'ARIST. Et comme l'a dit Benoît, on a des dispositifs d'accompagnement. Ces dispositifs d'accompagnement, il y a notamment le prédiagnostic, qui est un mini-audit sur une journée et demie, avec un éclairage à 360 pour une entreprise, pour bien qu'elle voit dans les préconisations, effectivement, les besoins, en tout cas, j'allais dire, les pistes d'amélioration qu'elle peut avoir, et c'est hautement stratégique. On a aussi également, effectivement, des visites d'entreprises pour accompagner les entreprises. Et également aussi un microfinancement. Enfin, évidemment, c'est pas le financement avec l'enveloppe de BPI, mais ça permet de mettre les pieds à l'étrier, de déclencher le réflexe. Ça s'appelle le passe-pays. Et pour les entreprises personnes morales, ça peut être effectivement un soutien sur des prestations réalisées par des experts. Alors, il faut savoir que c'est difficile. Je ne vais pas décrire l'ensemble de l'écosystème de la propriété intellectuelle. Il faut savoir effectivement, donc on en a parlé, il y a l'INPI, l'ARIST, BPI sur le financement, les CCI, Business France sur l'accompagnement à l'export. Et en matière de propriété intellectuelle, il y a 2 professions qui sont éminemment importantes dans l'accompagnement, qui sont des professions réglementées avec un code de déontologie, qui sont là pour vous accompagner et vous assister dans la rédaction, la préparation des titres et la lutte contre la contrefaçon, qui sont les conseils en propriété industrielle,
soit spécialisés en marque, dessin, modèle ou brevet. Et une autre profession, évidemment, les avocats spécialisés en propriété intellectuelle, qui sont là également pour vous assister en tant que mandataire devant les offices et qui vous accompagnent également lors des contentieux. Donc voilà, ça c'est les principaux. Alors évidemment, j'aurais pu citer les douanes, j'aurais pu citer le ministère de la Justice, mais pour vous montrer effectivement que la profession est organisée et qu'on a chacun des limites, j'allais dire, d'intervention. L'INPI n'est pas là pour, entre guillemets, rédiger une demande de brevet ou vous préparez une demande de marque. Vous avez des spécialistes qui vous assistent, qui vous accompagnent. Alors même si il y a une certaine facilité aujourd'hui, puisque l'ensemble des procédures sont dématérialisées, donc ça c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez toute la liberté de déposer des marques, des brevets et des dessins modèles, j'allais dire, à n'importe quelle heure de la journée. Ça veut dire que ces procédures dématérialisées sont assez souples, mais derrière cette apparente facilité, il y a quand même des conséquences juridiques et des complexités juridiques qui apparaissent, notamment quand vous allez étendre vos marques à l'international. Et c'est pour ça que il faut comprendre qu'il y a une technicité juridique, technique, qui est à prendre en compte, d'où l'intérêt évidemment de vous faire assister par des conseils en propriété industrielle ou des avocats, j'allais dire, attention aux fausses économies, hein. C'est-à-dire que on le verra, on en parlera par la marque, on est sur un produit qui est très peu cher, hein, puisque finalement vous vous arrogez et vous réservez un signe distinctif pour 190 € sur une classe pendant 10 ans, ce qui est extrêmement peu. Ça peut très très bien se passer. Vous avez peut-être l'apparence que ça s'est bien passé, mais en cas de contentieux, effectivement, vous vous apercevez que le dépôt que vous avez fait n'est pas forcément aussi bon. Et entre guillemets, ça se corse effectivement quand on arrive sur les extensions à l'international, si vous envisagez de faire des dépôts hors Europe, je pense notamment en Chine ou en Amérique du Sud, où là, effectivement, le recours à un spécialiste est quand même sérieusement recommandé. Donc, méfiance. Alors, en termes on a explosé cette année les chiffres, hein. Plus de 100 000 dépôts de marques, c'est énorme, hein, puisqu'on était plutôt sur des ratios de 90 000. Derrière ces 100 000 marques, si on interroge les examinateurs marques, effectivement, parfois, ils se disent attention, il y a des irrégularités, on dépose trop vite, on ne fait pas attention, et je mets en garde sur ce que j'appellerais il y a les achats d'impulsion, hein, dans les boutiques, mais il y a aussi les dépôts d'impulsion. Alors, méfiance sur les dépôts d'impulsion de marques. Voilà. Alors, je ne sais pas si on peut avoir le diaporama ou... Je ne sais pas si on peut l'avoir en ligne, le diaporama. Je suis désolée, je pensais qu'il était déjà en ligne puisque je l'avais pas fait. Voilà. C'est bon là pour voilà, vous? Oui, très bien. Donc, la diapo suivante. Ah, elle est encore tronquée. Alors, je ne sais pas comment faire. À moins de la laisser en mode... D'accord. Non. On laisse comme ça? Moi, je ne la vois pas après. Alors, c'est ça la difficulté. Ouais, là, il n'y est plus. Ou vous le laissez à ce moment-là en mode... Est-ce que là, vous le voyez? Ouais, là, ça va. Là, ça va, oui. Enfin, tout le monde le voit, je pense, ça va. oui, Oui, alors... je voulais commencer par là parce que c'est important. Effectivement, il faut bien faire la différence entre la propriété intellectuelle et les innovations. Il faut tout faire, effectivement. Tout se passe. Alors, faut voir, si vous voulez, on est sur un métier juridique. Donc,
le juridique est très contraignant puisque tout se passe dans l'anticipation. Donc, on ne peut pas commencer une activité commerciale, un projet technique ou un projet commercial, attendre de le tester sur le marché, de voir si c'est une vraie innovation et de se dire maintenant je vais déposer les titres. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc forcément, il faut anticiper avant de montrer votre produit, de créer votre service et déposer les titres effectivement très très en amont. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, personne ne maîtrise le succès d'un produit ou d'un service, hein, puisque c'est quand même, on peut faire toutes les études de marché qu'on veut, on est quand même sur il y a toujours, j'allais dire, une incertitude quant au succès du produit ou du service. Donc, le fait d'investir effectivement ou de dépenser, ça dépend comment on voit les choses, mais si on est positif, c'est un investissement. Si c'est négatif, c'est plutôt une dépense. Effectivement, on est soumis, j'allais dire, à plein de paramètres. Et en ce sens, il est difficile, j'allais dire, de transformer des créations, des inventions en innovation. Donc ça demande, c'est un outil parmi d'autres, hein, il faut le replacer dans son contexte, mais c'est surtout qu'en cas de succès, si vous n'avez pas de titre de propriété intellectuelle, j'allais dire, les seconds entrants sur le marché vont effectivement voir ce qui est protégé et essayer de vous copier. Et c'est plutôt dans la période de croissance où, là, effectivement, il y aura un réel effet des titres de propriété industrielle. Alors, la question, c'est pas de remettre ça pose question, effectivement, de bien en amont, de bien préparer son projet. Et on va le voir peut-être sur le slide suivant, de voir effectivement qu'il y a toute une chronologie, hein, qui est toujours la même, hein, on passe effectivement en phase d'idéation. On commence, comme l'a présenté Benoît, il faut réaliser un état de l'art. Cet état de l'art, il est nécessaire, il n'est pas agréable à faire dans le sens où on se compare à l'art antérieur. Alors quand je dis état de l'art, hein, ça peut être un état de l'art technique, brevet, ça peut être un état de l'art commercial, un état de l'art design, où effectivement, et ça on le voit dans la constitution des pitchs des startups, notamment pour rechercher des fonds, il faut faire ce travail d'état de l'art, de comparaison par rapport à la technique, de voir les différences observées pour avancer. Donc ça demande beaucoup d'énergie intellectuelle, parce que ça demande aujourd'hui d'aller voir dans des millions de brevets, dans des millions de marques, et ça demande de passer du temps, et parfois on est déçu, effectivement, sur ce travail, parce qu'on s'aperçoit que d'autres projets sont allés sur la même voie, mais il y a forcément des différences, et il faut peut-être revoir son projet, revoir sa marque, revoir son design pour justement essayer de se différencier. Alors cette phase-là, elle est frustrante parfois parce qu'effectivement, on peut vous signifier des marques qui sont très similaires parce que effectivement le jeu de mots auquel vous avez pensé est déjà pris dans le domaine considéré des produits et services. Donc ça demande de retravailler votre liste de marques, de rechoisir le nom. Et idem pour les brevets, effectivement, où là il faut y passer un certain temps. Donc après on passe effectivement dans la phase de... Alors attendez, je n'ai pas fini sur le transparent, pardon. On passe effectivement sur la phase de R&D. Donc là, quand on commence effectivement à prototyper, à développer, il faut avoir des dates de création. Là, on rentre un peu dans ce côté contraignant du juridique de prendre des dates de dépôt. Donc là, il y a des moyens aujourd'hui électroniques pour eurodater et sauvegarder vos créations.
Bon, avant, il y avait l'enveloppe solo papier avec 2 compartiments. Aujourd'hui, il y a une enveloppe solo électronique. Il y a d'autres sites, effectivement, qui permettent soit l'horodatage, soit de faire une signature électronique sans sauvegarder votre document. Mais il faut faire ce travail d'horodatage parce que ça montre déjà que vous étiez en possession de l'invention ou de la création artistique. Donc, il faut faire ce travail d'archivage, de datation pour d'éventuels contentieux qui pourraient apparaître ou pour, j'allais dire, s'appuyer sur un savoir-faire que vous avez créé. Donc, ce travail de datation est important. Ensuite arrive effectivement le lancement du produit. Donc, qui dit lancement dit, j'allais dire, accessibilité par les concurrents à votre produit ou à votre service. Donc là, effectivement, il faut veiller en amont du lancement de déposer vos titres bien avant le lancement pour éviter la divulgation, notamment en matière de brevets et en matière de marque. Alors en marque, c'est moins contraignant, mais vous imaginez que lors d'un lancement commercial, il est préférable d'avoir bordé les marques, les noms de domaine, les réseaux sociaux, pour éviter que des petits malins en France ou en Chine viennent sur vos plates-bandes et réserver de manière illicite ces noms de domaine. Donc, il vaut mieux border très, très en amont ces aspects-là pour éviter les déconvenus. Après, il y a effectivement l'exploitation en elle-même avec la défense des droits en cas de litige et puis aussi l'extension des titres à l'international. Bon, alors voilà, il y a des phases. Alors, la difficulté parfois qu'on rencontre, c'est à quelle phase il faut faire les dépôts. Bon, les marques, je pense qu'on peut, il y a une certaine tolérance, mais aujourd'hui quand même, on a quand même pas mal de, il y a du cyber-squatting sur les noms de domaine, mais il y a aussi des dépôts frauduleux de marques. Donc, il faut être vigilant au lancement d'avoir bien prévu ce projet-là également. Alors, je vais passer au slide suivant. Donc, en essayant d'être le plus, j'allais dire, pédagogique possible, donc, dans la propriété intellectuelle, vous avez, j'allais dire, 4 thèmes majeurs qu'on va retrouver, qui sont notre boîte à outils. Et puis un thème qu'on pourrait dire d'accessoire, mais qui est extrêmement important, c'est celui qui met en jeu l'ensemble de ces titres. Alors, il faut savoir que on se réfère. Alors, faut déjà voir qu'au niveau mondial, le code de la propriété intellectuelle est à peu près le même. Aujourd'hui, c'est assez uniforme, même s'il y a des différences dans certains pays, mais on applique aujourd'hui à peu près les mêmes critères. Donc, effectivement, ces critères vont être examinés lors du dépôt des titres. C'est par rapport à ces critères qu'on va définir la validité des titres. Et ces critères, effectivement, ils ont été développés au fil du temps pour la sécurité, effectivement, du déposant, la sécurité des tiers, pour éviter, effectivement, que quelqu'un s'arroge une marque sur un terme descriptif et que ça soit, évidemment, contraire à la liberté du commerce. Donc, on a des critères. Donc, en marque, on va parler de disponibilité. Est-ce que la marque, c'est un signe d'occupation? Donc, est-ce que le signe est disponible par rapport aux marques en vigueur dans le pays considéré? Et est-ce que le signe considéré est distinctif? Donc, ça, c'est important, puisque effectivement, café pour du café, effectivement descriptif. Café pour un parfum, c'est distinctif. Donc, il faut toujours regarder, et ça, c'est un des problèmes majeurs des marques, d'avoir un raisonnement calqué sur les produits et services qu'on désigne. Ensuite, on a les dessins et modèles qui sont relatifs au design, où là, on a deux critères, j'allais dire, très rationnels également. Le fait que le dessin et modèle soit nouveau et qu'il ait un caractère propre au sens de l'originalité. Les brevets d'invention qui sont sur les créations fonctionnelles, où là aussi, on a un travail d'examen qui est très fort sur est-ce nouveau par rapport à l'an antérieur et est-ce que c'était évident ou non évident pour l'homme du métier.
Et puis le droit d'auteur, où on va, alors ça peut être le droit d'auteur, on le verra sur les créations artistiques ou sur des créations numériques, on va appliquer le critère de l'originalité. Ensuite, sur la base de ces titres, effectivement, on va les exploiter, les en jouir parce qu'on les a développés, les créés, ou soit on les transfère, donc ça c'est de la cession, ou c'est de la location, mais qu'on n'appelle pas de la location, on appelle ça des licences. On va travailler sur ces titres pour les céder, en faire des licences exclusives, non exclusives. Voilà, vous avez à peu près résumé sur ce slide un peu la philosophie de la propriété intellectuelle. Alors, je passe au slide suivant. Oui, alors, je vous ai mis un peu des innovations parce que je sais que ça nous arrive souvent. On va vous dire, oui, mais les innovations, c'est pas forcément que des brevets. Effectivement, il y a des innovations où il y a, on pourrait appeler ça un vide juridique. Notamment, je pense aux services, où l'idée d'un nouveau service n'est pas forcément protégeable. Alors, une idée de service peut être reprise par les autres. Ce qui est protégeable, c'est effectivement le nom de votre produit, le nom de la marque, de l'enseigne que vous allouez à ce produit-là, ou le savoir-faire, effectivement, que vous avez. Mais juste sur les services, on peut effectivement démultiplier les services par le biais de franchises, avec une cession notamment une concession de licence du savoir-faire ou de la marque, mais sur l'idée en elle-même d'un service, vous ne pourrez pas le protéger effectivement. Alors, c'est quand même important quand on a un nouveau concept de le formaliser, de le capitaliser et de l'accoucher sur papier, effectivement, pour lui donner une date certaine. Mais sur l'idée en elle-même, vous ne serez pas protégé. Alors là, vous voyez, il y a plein de concepts d'innovation qui sont apparus, qui sont tous effectivement difficiles à protéger. Il y en a tous les jours. Là, j'en ai pris quelques-uns. Alors effectivement, sur le savoir-faire, on verra sur les innovations fonctionnelles de procédés, on est plus dans le brevet. Sur le savoir-faire, notamment dans l'agroalimentaire, il est important de garder au secret ce savoir-faire et surtout, alors le savoir-faire, ça peut être une recette de cuisine, c'est-à-dire la recette de cuisine, on connaît les ingrédients. Simplement, les étapes du procédé ont des subtilités qui font que quelqu'un va réussir la recette et pas d'autres. Simplement, c'est dans la description même de la recette qui doit être transférable, mais qui peut être susceptible d'être transférable, qui doit être bien décrite. Donc voilà un petit peu pour vous montrer effectivement que le code est là, il répond avec des outils. Il y a une évolution des innovations. On le sait tous, il y a beaucoup de créations qui sont sur les services, un peu moins sur les produits ou avec une adéquation produit et service. Il faut voir il faut essayer effectivement d'utiliser les outils au mieux. Alors, on va passer sur le transparent suivant. Donc là, effectivement, sur l'aspect produit physique pur, entre guillemets, enfin, produit physique pur, j'allais dire au sens des sciences et techniques, on va effectivement plutôt envisager le secret ou le brevet d'invention. Après, effectivement, il y a des entreprises, je pense les petites PME vont plutôt être dans les innovations de perfectionnement. Donc là, elles ne révolutionnent pas forcément le domaine et elles peuvent déposer des brevets sur des perfectionnements parfois mineurs, mais qui apportent vraiment un plus, un plus. Et alors évidemment, elles n'auront pas l'étoffe des grands groupes en termes de budget et elles vont se contenter de déposer 1 ou 2 brevets par an. Et puis, il y a effectivement les laboratoires, les grands groupes qui vont se permettre de travailler sur des choses plus en amont. Et là, ça demande effectivement beaucoup de dépôts de brevets, beaucoup de pertes en dépôt. Mais voilà un peu un paysage dressé, en tout cas, de la propriété intellectuelle. Alors, ce que j'appelle les innovations mineures,
effectivement, ne pas sous-estimer les innovations. C'est-à-dire que, entre guillemets, parfois, il y a une subtilité qui paraît évidente a posteriori, mais qui n'est pas autant finalement a priori. Donc, d'où l'importance de, quand vous avez des doutes sur des innovations techniques, de rencontrer sous le sceau de la confidentialité des partenaires pour en discuter, parce que parfois vous sous-estimez la valeur de l'invention. Je passe aux transparences suivantes. Il n'y a plus de son. Oui, on n'entend plus là. Ah, visiblement, M. Mouton a eu un souci de connexion. On va le laisser se reconnecter. Du coup, j'ai l'impression qu'il a été déconnecté. Même idée. Bon, on va essayer de recontacter Monsieur Mouton. Donc, je vous demande un instant. Voilà. Est-ce que vous entendez là? Oui. Vous entendez? Non, oui, j'attends tout à voir. On va continuer par. Je les prends et je ferai un dossier global. Oui, d'accord. Moi, donc on attend un petit peu parce que du coup, oui, on attend, c'est pas la On va continuer. Ah ben voilà. Oui, excuse. Ben, moi j'allais mettre le message. En fait, il a plus de son, donc on va faire comme ça, quoi, par le téléphone. Ouais, voilà. Mais j'ai essayé de le dire et puis on n'a pas entendu. Ouais, c'est bon, on va lancer comme ça. J'espère que les gens vont entendre, quoi. Ouais. D'accord. Ouais, j'étais en train. J'espère que vous entendez. Bon, alors, bon. Donc Ouais. j'en étais effectivement donc au titre, donc effectivement les dessins modèles pour design, les marques pour les signes distinctifs, les brevets pour les créations fonctionnelles, la protection par le secret qu'on utilise notamment en agroalimentaire, enfin pas uniquement évidemment, mais le secret est une façon effectivement de protéger, dans le sens où si le procédé n'est pas détectable sur le produit divulgué, ça peut être un moyen effectivement de conserver un atout et une avance. On en reparlera. Et puis le droit d'auteur qui est à cheval, je l'ai dit, sur les créations artistiques. Pareil. Vous m'entendez toujours? Oui, oui. Pour les autres. J'ai un petit souci de technique, mais ça va revenir, je pense. Je vois plus les diapos. Bah. Mais
Je vais continuer S'il de est les décrire sans les voir. Et je vais voilà. Donc, et le droit d'auteur, effectivement, sur l'aspect artistique et numérique. On passe à la diapo suivante, la propriété intellectuelle. Où là, effectivement, vous avez le tableau plus étoffé, je vais dire. Si on se limite effectivement aux signes distinctifs, tout va bien, vous m'entendez là, ça va? Que j'ai perdu le fil sur Teams, mais j'espère que vous avez un retour, ça va? Oui, ça va. Je pense que plusieurs personnes ont répondu qu'ils entendaient. Donc oui. D'accord. Oui, ça, les gens vous entendent bien. Transparent parce que j'ai perdu Teams, mais on continue, on ne va pas s'arrêter. Ouais. Donc les marques, alors plutôt dans la rubrique des signes distinctifs, ceux qui nous intéressent, effectivement, il y a les marques qui vous semblent importantes, mais il y a d'autres signes qui sont apparus et qui sont éminemment importants. Vous le connaissez, hein, c'est les noms de domaine Internet avec leurs extensions, le nom commercial et l'enseigne, les indications de provenance également et les appellations d'origine qu'on va revoir plus profondément. Donc, donc voilà. Bon, après, je vous ai remis le slide, on verra après. Sur la protection des innovations, donc effectivement, rapidement, vous voyez que les brevets, c'est 20 ans. Sur les marques, on a une protection extrêmement avantageuse de 10 ans en 10 ans. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour 190 €, je peux déposer un signe et le renouveler de 10 ans en 10 ans et m'arroger, si vous voulez, un signe distinctif qui permet de me différencier de la clientèle. 25 ans pour les modèles. Les enseignes, effectivement, ça va dépendre de l'usage, puisqu'on verra sur les noms commerciaux, les enseignes, c'est un droit d'usage, c'est-à-dire que ce n'est pas un droit qui est défini par le dépôt. Et puis le nom de domaine, donc les noms de domaine, c'est une gestion à avoir. D'abord, protéger effectivement les noms et j'allais dire leurs équivalents proches avec des extensions différentes. Hein. Ça peut être .fr, .bzh pour la Bretagne, par exemple, ou .com ou .org pour une asso. Mais effectivement, alors là, il y a une logistique, c'est-à-dire qu'il faut bien penser soit à les prendre pour 3 ans et la renouveler, mais il faut gérer effectivement ce renouvellement. Le secret et le savoir-faire, effectivement, la protection par secret, alors évidemment, c'est une protection gratuite. Enfin, gratuite, entendons-nous bien, j'allais dire, il n'y a pas de titre à déposer. Elle n'est pas si gratuite que ça, dans le fait qu'il faut s'organiser pour conserver le secret et le savoir-faire. Et ça demande effectivement d'être extrêmement vigilant, notamment avec les fuites en entreprise, le problème des salariés qui peuvent dévoiler certains secrets, ou par rapport aux attaques ou aux espionnages industriels. Mais en tout cas, il n'y a pas de limite dans le temps à conserver un secret quand intrinsèquement c'est possible. Je passe au slide suivant. Donc, quels droits peuvent être cumulés sur ce smartphone? Donc là, je vous ai mis un exemple. Hein, donc, vous avez les réponses au slide suivant. Où là, effectivement, on voit qu'un smartphone, il y a plein de choses qui peuvent être déposées, qui relèvent. Alors, il y a les brevets, effectivement, sur le fonctionnement des marques. Alors, ça peut être la marque, effectivement, du fabricant. Ça peut être le slogan. Ça peut être les pictogrammes dus aux applications. En matière de dessin et modèle, ça peut être la forme, même si elle est rectangulaire à bord arrondi, il y a quand même des effets de design qui peuvent être déposés à titre de dessin et modèle. Le droit d'auteur, effectivement, va protéger l'ensemble des logiciels et des animations qui constituent ce dispositif électronique. Puis après, on aura des droits spécifiques, effectivement, sur les bases de données concernant le répertoire, parce que j'ai oublié de parler des bases de données tout à l'heure, qui sont protégées par droit d'auteur, et effectivement tout le savoir-faire de la conception qui fait qu'un téléphone Samsung ou un téléphone Apple, il y a un savoir-faire
du constructeur, alors et parfois le constructeur effectivement est meilleur dans un certain domaine que dans un autre. Bon, effectivement, sur l'interface utilisateur, Apple était meilleur, Samsung était un peu moins bon, mais il y a des sujets que Samsung maîtrise mieux que Apple, et après, bon, ça se tasse effectivement au bout du temps, mais on retrouve quand même des spécificités de savoir-faire des entreprises qu'elles gardent, parce que, j'allais dire, c'est une accumulation d'expérience, d'innovation qui fait qu'on arrive quand même à distinguer des produits sur leur qualité intrinsèque. J'en arrive aux actifs immatériels de l'entreprise. Ça va, c'est bon là, il n'y a pas de souci technique? Non, ça, je pense que ça va. Ça va? Parce que j'ai perdu le fil, hein, j'ai plus de Teams, donc je vais réessayer. Vous avez perdu. Non, on est toujours là. On est arrivé au... Oui. Bon, alors je continue comme ça sur mes slides. Ouais. On arrive aux actifs immatériels de l'entreprise. Donc, pour vous dire effectivement que tout à l'heure, je vous disais, est-ce que c'est une dépense, est-ce que c'est un investissement? Effectivement, il faut le voir comme un investissement, c'est-à-dire, même si vous dépensez de l'argent à déposer des titres, ces titres, effectivement, peuvent prendre de la valeur. Enfin, je vais prendre l'exemple de la marque. Vous déposez à 190 €, si la marque... elle passe à la télévision, si elle est connue du grand public, si elle est médiatisée dans des vidéos sur YouTube, si elle devient une référence, vous imaginez que la valeur de la marque, c'est plus 190 € si vous la vendez, mais qu'elle va valoir effectivement, entre guillemets, un facteur proportionnel à la communication et à la j'allais dire, la valeur qu'elle prend au niveau du public. Alors après, la valeur, est-ce qu'elle est objective ou non objective? Qu'importe, la question, c'est que le fait qu'elle soit connue ou qu'elle soit appréciée par des qualités intrinsèques, ça va permettre effectivement de prendre de la valeur à cette marque. Donc le raisonnement que je vous donne, il est pareil pour les brevets et les dessins et modèles. Donc effectivement, votre patrimoine augmente effectivement si vous connaissez du succès avec votre produit et service. Et effectivement, donc, il faut prendre en considération ces actifs. Alors, là, j'ai parlé du plus facile, c'est-à-dire la marque, mais imaginez si vous constituez des fichiers clients, si vous avez du savoir-faire qui s'accumule, notamment, par exemple, en agroalimentaire, en cosmétique, et par le biais, effectivement, de l'expertise même de vos salariés, de par leur, j'allais dire, l'accumulation de savoir-faire, de technicité, ou par rapport à leur potentiel créatif. Voilà. Je passe au slide suivant. Donc, les signes distinctifs, donc, c'est le problème quand on fait des slides, c'est que des fois, ils sont vite démodés. Donc, je crois que la société Courtepaille a été rachetée, mais on va faire en sorte que la société n'a pas été forcément achetée. Il faut bien comprendre les 4 composantes là, que je vous explique, qui sont là sur ce slide. En fait, dans l'univers de l'entreprise, vous allez effectivement vous allez créer une personne morale. Cette personne morale, en fait, vous allez lui donner un nom d'immatriculation qui n'est pas forcément le nom sous lequel vous allez communiquer. Donc, ce qu'on appelle en général la dénomination sociale. Cette dénomination sociale, effectivement, elle va faire l'objet d'une inscription avec une création d'une forme juridique, mais ce n'est pas forcément celle qui sera, j'allais dire, active d'un point de vue commercial. Ensuite, on aura le nom commercial. Donc, le nom commercial, ça peut être effectivement le nom que vous donnez à votre enseigne physique, par exemple, d'un magasin ou d'un nom de domaine Internet, si c'est plus virtuel. Là, attention aux conséquences juridiques, parce que là, vous rentrez en frontal avec la concurrence, et là, effectivement, il faut que le nom que vous choisissez ne soit pas un nom qui crée des frictions juridiques avec soit d'autres noms commerciaux, d'autres enseignes ou déjà des marques existantes.
Donc, quand on a un nouveau nom commercial, à savoir, par exemple, j'ouvre une boutique classique, je ne suis pas forcément obligé de déposer une marque, mais j'ai intérêt, effectivement, à vérifier dans les bases de données, hein, il y en a plusieurs, la disponibilité, effectivement, de ce signe-là. Idem pour les enseignes, hein, parce que les enseignes, ça peut être aussi un moyen de distinguer l'établissement. Donc là, on a une enseigne Courtepaille qui a effectivement une forme architecturale particulière qui permet de la distinguer par rapport à d'autres restaurants. Et puis, il y a ce que j'appellerais le signe suprême, mais qui est quand même, enfin le signe suprême, qui est quand même le plus efficace, qui permet effectivement d'avoir un droit de protection sur un territoire complet par rapport aux enseignes non commerciales. Et il est important effectivement de valider en tout cas les signes qu'on a parlé, non commercial enseigne, quand c'est possible, par des dépôts de marque pour assurer ses actifs immatériels. Donc attention quand même aux non commercial et enseignes. Je sais que tous les restaurants qui s'ouvrent ou toutes les boutiques qui s'ouvrent, il n'y a pas une nécessité, j'allais dire, de déposer des marques de prime abord, à moins que vous souhaitiez faire des franchises, où là, en quel cas, c'est important de déposer des marques, s'appuyer sur le contrat de licence. Mais sur les non commerciales enseignes, c'est plus un problème de recherche de disponibilité pour éviter les problèmes juridiques avec des titres antérieurs. Je passe à la diapo suivante. Le nom de domaine Internet, donc là, effectivement, le dernier arrivé, donc là, c'est important aussi de bien choisir. Alors, vous allez me dire, ça dépend comment vous avez appelé votre entreprise. Alors, je prends l'exemple, par exemple, de Blablacar, qui est un bon exemple, parce qu'en fait, cette société qui est vraiment une entreprise à fort déploiement en croissance, elle avait commencé par covoiturage. Alors, covoiturage, c'est intéressant, c'est pas distinctif, c'est descriptif. Malheureusement, je pense que les financiers ont dû leur dire nous, on veut bien des fonds, mais votre marque, elle vaut zéro, hein, parce que c'est complètement descriptif. Donc, pour se distinguer, il est plus intéressant, évidemment, de s'appeler Blablacar, parce que déjà, c'est un terme de fantaisie non descriptif de l'activité. Bon, alors, effectivement, j'allais dire, on voit effectivement l'intérêt de discuter en voiture, mais en tout cas, c'est distinctif et l'entreprise considérée a été obligée finalement de changer de nom pour avoir un terme plus distinctif. Donc, faire attention effectivement à la réservation des noms de domaine. Donc, aujourd'hui, vous avez pas mal de sites qui permettent de le faire. Avec des extensions, je vous en ai parlé. Il y a en Bretagne, il y a le point .bzh, qui est un des plus grands extensions régionales en France. Il y a le point .fr, le point .org pour les assos, le point .eu, le point .com, et j'en passe, puisqu'il y en a d'autres. Et surtout, effectivement, de voir effectivement quel nom vous prenez. Alors, je sais qu'on peut s'appeler baignoire-discount pour vendre des baignoires. C'est un moyen marketing d'attirer le chaland sur son site. Mais effectivement, baignoire-discount, ça ne fait pas une marque forcément forte derrière. C'est un peu le problème qu'a eu Vente Privée, où, alors à moins d'associer après des graphismes, mais ça pose le problème de fond au départ de prendre des noms de domaine trop descriptifs. Attention également maintenant sur les réseaux sociaux, de bien réserver effectivement. Alors, je n'ai pas fait le répertoire de tous les réseaux sociaux, mais il est important effectivement d'avoir une stratégie digitale et puis de bien réserver sur tous les canaux en fonction de votre clientèle. Il y a des canaux plus ou moins intéressants pour cibler les jeunes ou la clientèle que vous voulez. Et donc, il faut bien en amont travailler soit avec une agence de com ou de communication pour réserver effectivement les signes ou la marque pour
CIGP. Donc, effectivement, ça fait partie des signes distinctifs. On les utilise beaucoup dans le domaine agroalimentaire. J'allais dire, c'est des signes qui sont parfois au-dessus des marques. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on va reconnaître, alors il y a les IG, on verra les indications géographiques industrielles qui sont gérées par l'INPI. Hein. Je prends l'exemple de Granit de Bretagne, où là, effectivement, on a un savoir-faire naturel et humain qui appartient à une zone, et on va essayer de faire un cahier des charges pour l'enregistrer en tant qu'indication géographique, et ça permet comme ça, évidemment, au Granit de Bretagne d'avoir un signe distinctif, d'être valorisé, et de valoriser évidemment cette IG auprès de ses clients par rapport à des pierres évidemment de moins bonne qualité qui viendraient par exemple d'Asie. Pareil donc pour l'alimentaire, donc là on a l'AOP, l'AOC qui est sur le territoire français, l'AOC pardon, et puis l'AOP au niveau européen, et puis l'indication géographique. Donc là effectivement c'est l'INAO, l'Institut national des appellations d'origine qui gère ça. Donc il faut qu'un groupement j'allais dire d'exploitants dépose un cahier des charges qui soit validé, qui soit enregistré pour reconnaître effectivement sur la zone considérée qu'il y a un savoir-faire naturel et humain, et qu'à ce moment-là, on leur attribue un signe qui est répertorié, qui permet effectivement de valoriser le produit d'une façon plus efficace parfois qu'une marque, même à l'étranger. Alors, j'ai pris la carte de la Bretagne, donc, et on voit effectivement qu'il y a l'AOP, par exemple, des oignons de Roscoff, mais il y a aussi d'autres IGP aussi qui sont connus, donc au groupement effectivement de s'organiser pour déposer effectivement ce cahier des charges, pour le faire valider, et à eux effectivement de trouver un logo et d'organiser la profession pour que ce logo soit mentionné sur les produits pour mettre en exergue le produit. Alors là, on est plus dans ce qu'on appelait, alors là, effectivement, on n'est pas dans des marques, mais on pourrait, au-delà de ces signes d'origine, envisager, et c'est toujours possible, et une marque collective où on s'associe dans un groupement, on a un plus petit dénominateur commun, on associe un règlement d'usage, et à ce moment-là, effectivement, la marque va être apposée sur des produits si l'exploitant respecte le règlement d'usage. Donc là, on n'est pas, si vous voulez, dans une marque totalement privée. On arrive sur des choses plus collectives. Alors là, c'est des signes officiels hein, qui sont importants pour la clientèle, parce que c'est des signes qui permettent de se référer à la qualité, au savoir-faire ou à l'origine. Mais une entreprise privée peut très très bien mettre en place un signe collectif, une marque collective avec un règlement d'usage. Alors, les IG, donc je vous en ai parlé, donc là, la carte n'est pas encore trop à jour, mais vous voyez, donc en Bretagne, effectivement, il y a eu beaucoup de pierres qui ont été, alors là, il y a le granit, mais il y a la pierre de Bourgogne. Dans les Vosges, il y a le siège de l'IFOL, il y a effectivement la porcelaine de l'image. Donc là, ces indications géographiques sont gérées par l'INPI. Donc, dépôt d'un cahier des charges, étude du cahier des charges et enregistrement de l'indication géographique. Sur les marques, évidemment, donc là, voilà, on parlait tout à l'heure des actifs immatériels. Effectivement, vous voyez qu'entre 2001 et 2019, la valeur, ce qu'on appelle donc là, c'est Interbrand qui fait la valeur de la marque, effectivement, a grossi, mais ça dépend évidemment des activités. Aujourd'hui, on est plus dans le numérique, donc tout ce qui était pétrolier classique a disparu au profit plutôt des réseaux numériques. Donc ça, c'est la valeur de la marque qui peut parfois, si vous voulez, représenter plus de 50% de la valeur de l'entreprise. Donc, quand vous avez une entreprise, admettons que vous créez une boutique,
si la marque prend de la valeur par le biais d'une franchise, vous imaginez que lors d'une session, si un jour vous voulez vendre votre entreprise, le poids de la marque, effectivement, dans la session peut être extrêmement important. Une Pour cette feuille question. de marque, donc effectivement, c'est l'ensemble des marques que possède une entreprise. Donc, elle peut choisir des signes différents en fonction de la clientèle. Alors, non, des fois, on appelle ça des sous-marques, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, une même entreprise peut déposer des signes différents en fonction de la clientèle qu'elle veut viser. Alors, quand je dis des signes, ça peut être... vous voyez, là, c'est des signes figuratifs, on verra, ça peut être un nom, mais ça peut être aussi des conformations, j'allais dire, visuelles qui sont possibles, ou des signes semi-figuratifs. Une question. Oui. Une question, excusez-moi. Quelqu'un demande quel est le niveau de produit en Bretagne? Le niveau de produit, c'est-à-dire alors, je pense que c'est je vais réouvrir le micro peut-être pour la personne. Je pense que c'est l'association Produits en Bretagne. Quel est son poids, je pense? Oui, c'est ça. Oui, alors là, on fait son poids. Donc là, on n'est plus sur l'initiative d'une association, comme il en existe d'ailleurs dans d'autres, où effectivement, là, on a une marque collective. On a une marque collective donc, qui met en exergue les produits régionaux. Donc, il faudrait voir le règlement d'usage, si c'est des produits complètement fabriqués en Bretagne ou transformés à 50% en Bretagne. Après, j'allais dire, cette marque, elle dépend effectivement de sa politique de communication, qui est quand même assez forte, puisque ça permet, il y a une structure d'animation, et ça permet de mettre en valeur le produit, notamment dans les grandes surfaces, avec des animations, et ça permet effectivement de booster, d'avoir un effet de levier sur la prescription d'achat de produits régionaux. Alors c'est un bon exemple, parce que il y en a d'autres. Moi, il y avait dans le Nord, il y a Saveur en Or, il y en a d'autres, mais celle-ci est effectivement assez forte et elle regroupe pas mal d'acteurs de l'agroalimentaire en Bretagne. En tout cas, ça peut être le fait d'apposer le logo jaune avec le phare, là, qui est jaune et bleu, effectivement, ça permet quand même aux consommateurs qui ne connaissent pas forcément tous les produits régionaux, parce que là, il y a quand même, on est sur une région avec beaucoup de produits agroalimentaires, ça permet d'avoir un effet de prescription qui peut être efficace, notamment en plus si ce produit est vendu, puisqu'on est quand même à la marque Bretagne, entre guillemets, est une marque, comment dire, qui a un certain caractère, c'est-à-dire c'est une région qui a plus d'ADN, j'allais dire, de caractère que d'autres régions, ce qui est les plus distinctif, parce que déjà il n'y a pas eu de fusion de régions, et ça peut être effectivement un point intéressant, en tout cas pour une marque, pour un nouveau produit agroalimentaire, d'associer ce type de signe effectivement pour accélérer les achats. Merci. Enfin, c'est plus ce qu'on pourrait appeler des marques de prescription, comme on a des marques. Alors, je pense que les consommateurs regardent de plus en plus les packaging. Ils sont de mieux en mieux informés et ça peut être effectivement un levier pour les achats. Est-ce que j'ai répondu à la question ou non, il y avait... Je pense la personne a répondu. Oui. Oui. D'accord. Alors, sur le positionnement des marques, effectivement, la grosse difficulté, c'est de créer un logo. Donc, c'est un travail forcément... on ne s'improvise pas, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'on a des outils logiciels de création graphique qu'on sait faire des bons logos. Il faut déterminer effectivement quel message vous voulez passer en termes de marketing, en termes de créativité, en termes culturels par rapport à une population auquel vous vous adressez. Et puis, il faut quand même évidemment passer au filtre juridique tout ça, notamment
le droit des marques. Hein. Est-ce que la marque est disponible? Est-ce qu'elle est licite? Est-ce qu'elle est distinctive? Par rapport au droit du commerce et puis par rapport à la réglementation, effectivement, qui s'applique à vos produits. Je prends notamment l'agroalimentaire, où il faut être extrêmement vigilant sur les signes. Il y a des signes interdits ou des signes effectivement trompeurs. Donc il faut faire bien valider juridiquement son packaging dans l'agroalimentaire, par exemple. Alors après, sans rentrer dans le marketing, je passe au positionnement des marques. C'est vrai que ce que je vous disais, il y a des marques, voilà quelques classifications, c'est-à-dire les marques évidemment de fabrique. C'est parfois des noms patronymiques comme Michelin. Ça peut être des marques ingrédients où on communique sur le produit qui est à l'intérieur de l'objet, mais c'est un facteur de plus pour l'acheter. Je prends Gore-Tex ou Intel Inside, par exemple. Ça peut être des marques de commerce où là, effectivement, on va, MDD, où là, effectivement, on va créer des marques spécifiques pour des canaux de distribution. Ce qu'on appelle des fois alors il y a des marques blanches où effectivement on vend le produit sans donner de marque, mais on peut très bien créer des marques spécifiques pour des canaux. Ensuite, évidemment, il y a les marques de services qui sont pas forcément imposées sur des produits physiques, mais qui font partie aussi du paysage des marques. Puis on a les marques ombrelles où on va essayer effectivement de retravailler sa marque. Donc on a une marque Ibis et puis on va essayer de la décliner sur le haut de gamme, l'entrée de gamme et puis le moyen de gamme. Donc après là, on joue avec les signes, mais à chaque fois qu'on joue avec les signes, il faut faire attention parce que ça va générer de nouveaux dépôts de marque. Alors après, il y a effectivement, dans le code, vous avez la définition du code. Donc là, on voit qu'effectivement, une marque, c'est un signe servant à distinguer des produits ou des services qui appartient à une personne physique ou une personne morale. Alors, pour répondre aux questions, effectivement, un créateur, il peut déposer la marque à titre de personne physique et à ce moment-là, il peut la céder après à l'entreprise qu'il aura créée. Donc, pour mettre en tout cas pour la société en cours de création. Mais il faut quand même faire il faudra quand même inscrire ce changement de personne physique à personne morale. Mais une personne morale, une personne physique peut effectivement être titulaire d'un titre, en jouir ou la concéder à une entreprise ou la céder. C'est tout à fait possible. On peut effectivement aussi déposer en copropriété à la fois des personnes physiques ou des personnes morales. Reste à bien définir dans un contrat la part de copropriété de chacun. Alors si c'est une association, effectivement, normalement, ce n'est pas le président de l'association à titre de personne physique qui dépose la marque d'une association, c'est quand même l'association de personnes morales qui dépose, il n'est que président de l'association. Alors ça peut effectivement donner lieu à des dépôts frauduleux, mais l'aspect déposant est important pour les droits. Alors là, la marque, j'en suis donc après le slide 24. Donc on distingue évidemment des produits et services. C'est un type de propriété industrielle, donc durée de 10 ans renouvelable indéfiniment. Une publication à 6 mois dans les bases, qui permet de générer notamment des périodes pour l'opposition à l'enregistrement. C'est un droit d'interdire. Il faut que la marque, effectivement, donc elle est publiée dans une première phase, elle est enregistrée, effectivement, par nos services, et il y a évidemment une obligation qu'elle soit sérieusement et régulièrement exploitée après son enregistrement. Alors, les types de marques, bon, voilà quelques exemples. Hein. On peut avoir évidemment des marques verbales classiques, c'est-à-dire complètement épurées de tout graphisme. Bon, c'est la solution évidemment la plus raisonnable quand on n'a pas fait son logo.
pas, enfin, l'idéal aurait été évidemment d'affiner le logo. Enfin, l'idéal plutôt, c'est plutôt de la déposer en marque verbale et ensuite de faire un logo et de déposer le logo, mais d'avoir les deux. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit que le logo peut changer au fil du temps et s'il n'est pas stabilisé, on va se retrouver avec des dépôts qui ne correspondent plus aux signes exploités. Les slogans, alors faire attention aux slogans parce qu'il faut quand même qu'il y ait une certaine originalité dans le slogan, un effet inattendu. Donc là, ne pas déposer n'importe quoi, pas la peine de prendre des expressions commerciales, entre guillemets, qui existent déjà, qui n'ont pas beaucoup de distinctivité ou d'originalité. La figurative, donc effectivement, donc là, c'est intéressant parce que ça permet d'attiser l'attention du consommateur sur son aspect graphique. Donc là, il y a un travail à faire de toilettage. Bon, là, vous voyez, le logo du lion de Peugeot est plus à jour puisqu'ils sont revenus sur un logo des années 50. Là, il y a Yves Rocher, bon, là, Apple, on le voit. Donc là, effectivement, travailler avec un graphiste pour essayer d'avoir quelque chose qui soit extrêmement épuré. Rien de pire que d'avoir des logos bricolés. La marque semi-figurative, donc là, on va jouer à la fois sur le texte et sur le graphisme. Et ça permet, alors ça permet parfois, sur des marques qui sont faibles, j'allais dire au sens juridique dans la descriptivité, de renforcer un peu leur distinctivité et pouvoir passer parfois les barrières de l'examen au niveau de la distinctivité. Mais attention quand même, mais c'est un plus effectivement de pouvoir avoir une marque semi-figurative. Marque de couleurs, donc attention aux couleurs, parce que là aussi, bon, s'attribuer des couleurs, ça dépend vraiment des produits et services que vous désignez. Je passe à la slide suivante. Alors, il y a des nouvelles marques qui sont apparues. Enfin, bon, il y a les marques tridimensionnelles, effectivement, qui peuvent être aussi intéressantes sur j'allais dire, les conditionnements ou qui sont vraiment caractéristiques de la marque. À manier avec prudence, effectivement, parce qu'il faut vraiment qu'on ait vraiment un aspect caractéristique. Si vous prenez une bouteille de vin de Bordeaux, effectivement, il n'y a rien de caractéristique dans le produit, donc vous n'allez pas pouvoir vous l'arroger à titre de marque. Marque de position, donc là, effectivement, on a un produit et on va pas chercher à protéger le produit, là par exemple la poche de jean, on va protéger un motif bien délimité sur cette poche de jean ou un motif bien délimité sur la chaussure. On fait un peu donc là, c'est vraiment on rentre vraiment dans des produits où on va essayer effectivement de caractériser des signes distinctifs très très particuliers sur le produit. Et ça, c'est tout à fait possible. Les marques de motifs, évidemment, donc là, Louis Vuitton, par exemple, où là, on va chercher effectivement à protéger un motif répétitif. Ensuite, les types de marques, on peut avoir des marques sonores également. Donc là, aujourd'hui, avec la loi Pacte, on peut déposer. Avant, on était contraint de déposer des signes susceptibles de représentation graphique. Aujourd'hui, l'INPI accepte les dépôts MP3 et MP4 qui permettent effectivement d'avoir des signaux sonores. Alors évidemment, il ne faut pas qu'ils soient trop longs non plus, mais qui permettent de caractériser par le jingle une marque. Idem pour une marque multimédia, puisque des fois, aujourd'hui, on peut avoir un logo entre guillemets animé, qui a une certaine scénarisation. Alors, non. Qui a une certaine scénarisation, donc là, le logo animé, effectivement, pourrait faire l'objet d'une marque multimédia. Marque holographique, effectivement, comme vous l'avez sur vos cartes bleues, c'est-à-dire le fait qu'on joue sur le hologramme et qu'on voit plusieurs images en fonction de l'inclinaison peut être aussi également déposé.
Marque de mouvement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, où là, effectivement, on a une suite d'images qui donne un effet visuel. Ça fait partie aussi des choses qui sont acceptées, notamment par le biais d'un fichier MP4. Donc, effectivement, vous imaginez qu'on n'accepte pas, enfin, les offices, qu'ils soient français, communautaires ou d'autres pays, ont chacun leur cahier des charges, mais qui est assez commun, où là, effectivement, il va y avoir un examen de la demande par un juriste qui va effectivement voir si la protection est bien définie, si on n'est pas dans la descriptivité, et si il y a parfois effectivement des signes qui sont exclus de la protection. Comme je vous l'ai dit, donc, chaque signe doit être... alors, on a défini les signes qu'on pouvait déposer. Il faut qu'ils soient associés à des produits et services. Alors là, c'est important effectivement de bien déterminer les produits et services associés aux signes. Donc, alors, il faut réfléchir effectivement et se projeter dans les 10 ans qui viennent et se dire quel est mon cœur d'activité, définir donc, les produits et services de mon cœur d'activité et voir dans les 10 ans qui viennent quel type d'activité je vais pouvoir associer à cette marque. Parce que, effectivement, comme je vous l'ai dit, ça coûte 190 € au dépôt et 40 € par classe supplémentaire. Donc, il faudra voir effectivement donc, quelles sont les classes que vous choisissez. Donc, pour l'instant, vous avez sur le site, effectivement, quand vous déposez, vous avez l'ensemble des classes, 34 pour les produits, 11 pour les services. Le but étant de bien déterminer dans ces classes de produits et services les activités. Donc ça demande quand même un certain savoir-faire. Donc là, je vous ai mis l'exemple des produits et services de la marque, par exemple, Garden Pâté, où là, on va avoir des produits liés, on aura des services, des produits et services liés à, d'abord, effectivement, le produit en lui-même, donc la viande, la charcuterie, le pâté à la viande, donc là, dans la classe 29 et 30, mais ne pas oublier, effectivement, le service de traiteur, puisque là, il y a un service qui est associé à la vente, hein. Et puis le fait que derrière cette marque, on a également de l'organisation d'événementiels, donc bien penser à la classe 41. Et là, il est important d'être accompagné sur cette phase-là, parce que c'est là où le bas blesse en général chez les déposants, c'est qu'ils ne maîtrisent pas cette classification de Nice, et ils oublient parfois de désigner soit des produits et des services assez large ou plus particulier. D'où l'intérêt, effectivement, de travailler avec des conseils ou des avocats qui vous accompagnent dans le choix, effectivement, de ces produits et services. Pourquoi? Alors, évidemment, en France, si c'est mal fait, on passe encore, mais vous n'allez pas le savoir. Là où ça risque d'être plus compliqué, c'est que si vous choisissez les mauvais produits et services, ça peut être compliqué par la suite sur les extensions internationales. Donc, si votre dépôt de base est mal fait, ça va forcément avoir des répercussions après à l'étranger. Sachant que la philosophie des marques, c'est une taxe de dépôt et des taxes par classe supplémentaire. Donc, attention à ne pas prendre trop de classes, puisqu'après, vous allez, entre guillemets, le payer au niveau international. Donc, il faut essayer d'être le plus optimal possible et surtout de bien choisir les produits et services qui ne sont pas toujours faciles à déterminer. Le principe de la spécialité en marque, donc effectivement, vous avez des marques qui cohabitent, mais ne sont pas forcément dans les mêmes produits et services. Ce qui explique que, par exemple, au BAD, vous allez le retrouver effectivement dans le sanitaire et au BAD dans la lingerie, idem pour les cigarettes ou le vélo, et idem pour les stylos et les crèmes alimentaires.
Donc ce principe permet effectivement de la cohabitation de signes. Attention toutefois pour les marques de renommée ou notoires où effectivement des marques ont pris une telle importance en termes de communication et d'effet mémoire chez nos clients qu'on considère qu'elles ne répondent plus au principe de spécialité. J'ai peut-être une question là. Si Oui. Quelqu'un demande quelle classe choisir pour le dépôt d'une enseigne commerciale. Enseigne commerciale, faut voir, faut réfléchir effectivement sur les produits qui vendent. D'accord. Bon, là, de toute façon, après, on peut... Ouais, vous reverrez avec la personne. On peut échanger après par mail, hein, de toute façon, ouais, d'accord. là-dessus. Ouais. Mais oui, il faut savoir effectivement quel produit il vend et quel service il associe. D'accord, ouais, merci. Les conditions de validité de la marque, bon, je vous en ai parlé, hein, c'est la distinctivité, c'est important. Le terme ne doit pas être un terme du langage commun de la profession ou du domaine considéré. Elle doit être licite. Donc licite, c'est effectivement par rapport à toutes les conditions qui sont liées parfois à la réglementation en vigueur dans le domaine considéré. Elle ne doit pas être trompeuse, effectivement, c'est-à-dire sur la qualité, sur sa composition qui pourrait induire le consommateur en erreur. Et puis, elle doit être disponible. Et là, c'est difficile aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 100 000 dépôts par an. Donc, on a aujourd'hui peut-être plus de 2 millions de marques en vigueur. Donc, ça demande un effort intellectuel, ça demande des fois des très très bonnes recherches pour que cette marque effectivement soit disponible. Donc c'est pas le coût en lui-même qui hormis effectivement l'accompagnement du conseil ou de l'avocat, c'est ce travail en amont de recherche de signes distinctifs. Alors la marque doit être distinctive, c'est-à-dire c'est un signe arbitraire. Elle peut être effectivement alors, il n'y a pas de limitation, hein. Je veux dire, ça peut être un signe. Ça peut être de l'anglais, ça peut être des syllabes. C'est pas forcément un mot du dictionnaire, hein. Ça peut être des syllabes, ça peut être plein de choses possibles. Après, on a effectivement des termes qui sont utilisés couramment. Par exemple, je prends l'exemple, baba pour la pâtisserie. Effectivement, baba, ça fait référence à baba au rhum. Donc, on ne pourra pas déposer baba pour de la pâtisserie. Ou petit noir, par exemple, pour du café. Par exemple, petit noir, on peut très bien le déposer, effectivement, pour un parfum ou pour un autre produit où on n'a pas cette référence, effectivement, au café. Après, on a dû ne pas aller sur la caractéristique du produit, par exemple, pur lait, ou sur ou transparent, par exemple, pour du verre. Après, pour une marque en 3D, effectivement, il faut pas, on va pas pouvoir reprendre un objet qui est, par exemple, si je prends la photo d'une vis en 3D et je vais déposer la photo d'une vis en 3D pour une vis, effectivement, l'examinateur va considérer que c'est descriptif. La marque licite, alors évidemment, là, va rentrer dans la marque doit être licite. Effectivement, il y a les emblèmes, le drapeau de la France, les signes des Jeux Olympiques. Donc, ça, c'est aussi effectivement interdit. Après, on arrive à l'aspect ordre public et bonne mœurs. Donc là, effectivement, les slogans racistes, les injures qui sont projetés par l'INPI ou les autres offices. Sur l'aspect trompeur, donc on le voit bien, hein, donc Beurax, par exemple, pour de la margarine, ou effectivement, par rapport à la provenance géographique, en jouant sur des montres, par exemple, qui sont fabriquées en France. La disponibilité, donc là, il faut vraiment, donc là, c'est un problème de territorialité, hein, c'est-à-dire que là, on va regarder effectivement sur la France.
Sur la France, il y a 3 types de marques en vigueur. Hein. Il y a la marque française, la marque communautaire et les demandes internationales visant la France. Donc il y a des bases, mais il n'y a pas que les marques. Hein. Il faut tenir compte évidemment, comme je vous l'ai dit, des dénominations sociales, des noms commerciaux et des enseignes, des noms de domaine, effectivement, parce qu'il y a des noms de domaine qui ont pignon sur rue depuis longtemps, qui sont également des droits antérieurs. J'ai parlé des AOC, des AOP, du GP, les dessins et modèles, les droits d'auteur et puis les patronymes, pseudonymes de personnes célèbres. Donc ça demande effectivement un travail en amont assez conséquent, une étude d'analyse de risque. Alors vous pouvez commencer par vous-même. Il y a des bases qui sont disponibles, hein, et qui vous permettent de faire ce travail. Alors en général, on va commencer par une première approche. Donc là, c'est bien de travailler sur des bases, j'allais dire, gratuites, tester, et puis en deuxième approche, demander des recherches approfondies. Nous, à l'INPI, on propose ce type de service en ligne. Après, vous pouvez vous adresser également à des conseils ou à des avocats qui peuvent interpréter ces listings pour analyser avec vous les risques conférés par rapport au dépôt du signe choisi. Pour des exemples, évidemment, vous imaginez il y a ce qu'on appelle les marques descriptives. Alors des fois, c'est effectivement une marque qui va décrire complètement l'activité. Donc prendre les termes du métier, c'est jamais bon. Alors je sais que c'est tentant de le faire parce que ça permet tout de suite à la clientèle d'associer le signe à l'activité. Il y a le côté évocateur. Là, j'ai mis par exemple le manège à bijoux, où là, effectivement, ce qui est intéressant, c'est que dans le manège à bijoux, il y a bijoux, évidemment, pour l'activité, donc ça, c'est descriptif. Mais il y a le manège, effectivement, le fait de dire qu'on a un manège. Donc là, ça peut être un mix qui permet comme ça, effectivement, aux clients de se retrouver et d'avoir dans son esprit suggéré l'activité. Après, le plus difficile, mais le plus efficace, mais le plus coûteux, c'est évidemment de prendre un signe qui n'a rien à voir avec l'activité. Encore faut-il avoir le budget communication qui permet aux gens de faire la relation entre une pomme et les services de téléphonie et informatique. Et là, effectivement, c'est l'idéal, mais c'est quelque chose qui est plus délicat à faire, notamment pour une enseigne, pour une petite structure. Sur les recherches d'antériorité, donc effectivement, c'est défini par la jurisprudence. Donc, je vous ai mis quelques exemples. Donc, vous voyez, Ola ou Ola, Kiwi, Kiwi. Donc, des fois, c'est pas écrit pareil, mais ça se prononce pareil. Ou intellectuellement, c'est pareil. Ou il y a, entre guillemets, ce qu'on appelle un risque de confusion, c'est-à-dire que les gens vont attribuer dans leur esprit une proximité entre les deux signes. Donc, ça peut être page jaune, page soleil. Donc, ça, c'est très, très difficile à mettre en évidence avec une recherche manuelle. Il faut pratiquement faire des recherches de similarité intellectuelle ou phonétique. Et là, il faut s'adresser effectivement sur des bases spécifiques qui traduisent le signe en son équivalent phonétique pour pouvoir le rechercher. Je vous ai mis quelques exemples de bases, donc notamment donc des bases sur les marques. On va les parcourir ensemble, qui permettent, je pense, de faire une première, ce qu'on appelle une recherche d'élimination, parce que le but, c'est peut-être plutôt de vous réunir, de faire des listes de noms, et après d'aller voir sur les bases, et puis dire non, ça je le prends pas, c'est trop risqué, ça je le prends pas, c'est trop risqué, et procéder par élimination sur des termes. Alors, les bases, alors INPI, donc, on change un peu notre politique de base, parce qu'avant, on avait des bases qui étaient vous allez les voir sur les transparents,
qui était typé par marque, dessin et modèle et brevet. Aujourd'hui, on va faire une base plus transversale qui va s'appeler base Data INPI, qui va permettre à la fois de rechercher sur les noms d'entreprise, les marques, les brevets, les dessins modèles. Donc, vous pouvez la consulter. Donc, il y a une option recherche avancée qui vous permettra notamment de rechercher sur les marques ou sur les noms d'entreprise pour pouvoir déjà faire une première approche. Pour la base marque, donc en rouge, base marque INPI, donc là vous pouvez rechercher en recherche avancée, qui vous permet notamment, par exemple, de rechercher déjà les noms, par rapport aux noms que vous avez choisis, pour voir effectivement si les marques existent et à quels produits et services elles sont associées. Sur le dépôt en ligne, donc comme je vous l'ai dit, toutes les procédures sont en ligne, hein, donc il suffit de s'inscrire sur le site INPI, moyennant donc votre adresse mail et puis un mot de passe. Vous pouvez commencer à préparer votre dépôt au brouillon, donc notamment pour remplir effectivement le signe que vous souhaitez déposer et bien définir évidemment quel est le déposant. Et ensuite, définir les produits et services. Donc là, passer du temps ou contacter en back-office notre service. Ou effectivement, si c'est un dépôt stratégique, il faut envisager effectivement l'accompagnement via un avocat ou un conseiller en propriété industrielle mentionné. Les possibilités d'extension, comme je vous l'ai dit, il y a la marque française, mais il y a également la marque communautaire, enfin la marque de l'Union européenne, qui est gérée par un office à Alicante en Espagne, UIEPO, donc qui comprend les 27 pays de l'Union maintenant. Mais vous avez aussi des procédures à extension internationale qui vous permettent de faire des dépôts au-delà de l'Union européenne dans d'autres pays, notamment les États-Unis, le Canada. Ça demande plus d'expertise. C'est pour ça que si vous avez une vocation internationale, attention tout de même, parce que c'est très technique, dans le sens où effectivement tous les offices ne vont pas examiner la marque tout à fait de la même façon et vous risquez d'avoir des notifications. Donc, sur ces phases-là, il faut être très vigilant et plutôt travailler avec un conseil. L'INPI, sur l'aspect financement, pour les entreprises, les PME, peut en tout cas financer, grâce au pass pays export, une partie, j'allais dire, de l'assistance et de l'expertise de l'expert, moyennant un financement à 50%. Je passe sur les pertes de droits. Donc effectivement, c'est un signe évidemment qui vit et on le voit bien. C'est pas parce que vous déposez que vous obtenez forcément un titre enregistré. Alors il y a déjà le problème de la phase d'examen au sein de l'INPI. Après il y a effectivement la phase d'enregistrement. Mais un tiers peut effectivement faire une action s'il n'y a pas eu un usage sérieux pendant les 5 ans qui viennent. Il y a le problème du fait aussi que vous laissez la marque se dégénérer. Je prends par exemple frigo, réfrigérateur, pédalo, tous des gens ou caddie, où effectivement il faut bien garder la marque avec une majuscule et la défendre. Après, il y a effectivement le dépôt frauduleux qui peut être aussi un motif de perte de droit. Et puis, ces pertes de droit, effectivement, elles peuvent intervenir, comme je vous l'ai dit, en phase d'examen, en phase d'opposition, puisque des tiers, maintenant, on a renforcé avec la loi Pacte, j'allais dire, la sécurité des tiers. Et les tiers, effectivement, peuvent intervenir avec un élargissement des motifs quant à l'opposition à l'enregistrement.
qu'il faut savoir que les professionnels sont mandatés par des entreprises pour surveiller toutes les semaines les marques publiées afin d'envisager des oppositions. Bien penser au renouvellement de la marque tous les 10 ans, donc ça demande une gestion administrative en interne, puisqu'on est en plus sur des longues durées. Comme je vous l'ai dit, il y a des procédures d'annulation et d'échéance qui sont mises en place, notamment à l'INPI depuis peu, qui permettent à des tiers d'envisager ce type d'action. Et puis après, il y a effectivement des actions en contrefaçon, où là, des tiers peuvent envisager une action et ça peut se solder par une procédure d'annulation et d'échéance devant le tribunal. Alors la contrefaçon, effectivement, comme je vous l'ai dit, on est sur le risque de confusion. Donc là, vous avez les motifs, effectivement, les actes de contrefaçon, le fait d'importer, d'exporter des produits, d'offrir à la vente. Ah, on ne vous entend plus. Des actes de contrefaçon. Signe, hein, donc ça peut être une élimination, ça peut être de la contrefaçon totale ou des imitations, si c'est partiel. Au niveau du signe et des produits et services, hein, on va évidemment examiner les deux. Et la procédure, ça peut être effectivement, elle requiert évidemment des indemnités au sens, j'allais dire, de la responsabilité, mais ça peut être aussi, si c'est, ça peut aller évidemment au pénal. On peut évidemment jouer sur un autre motif qui est l'action en concurrence déloyale et on considère qu'il y a un détournement de la clientèle. Alors il faut pas sous-estimer hein, cet aspect-là, même si les coûts sont faibles, c'est effectivement de bien voir quelle identité, quelle valeur, quelle charte au niveau du client. Donc ça demande de brainstormer, puis de voir effectivement si vous avez des vues à l'internet, faire attention. Pour la couleur, faire ce travail de recherche, cette conception de logo, passer effectivement en phase dépôt national, dépôt de nom de domaine, voir après l'aspect international, surveiller les concurrents, et puis surveiller effectivement, alors après ça peut être du précontentieux, c'est-à-dire envoyer des lettres par le biais d'un avocat ou d'un pour l'aspect dissuasif, voire engager des actions plus coercitives. Et puis après, il y a effectivement l'exploitation même du signe, hein, la licence, hein, ça peut être concéder des licences sur certains produits, hein, c'est-à-dire, je veux dire, j'ai le cas. Une licence exclusive ou non exclusive, et puis effectivement après. Alors, moi, je vous conseillerais quand même de ne pas trop déposer trop de marques, mais de vous concentrer sur une ou deux et de bien les travailler, quoi. Parce qu'on voit parfois des PME, PMI qui multiplient les dépôts de marques, qui ne gèrent pas leur portefeuille, et il vaut mieux concentrer sur votre action sur peu de signes, mais qui soient bien travaillés, bien communiqués, afin que ça soit plus efficace. Je vois qu'il est 11h10. J'ai été peut-être assez long sur les marques. Je ne sais pas ce que vous en pensez, parce qu'on a jusqu'à quelle heure? Je ne sais plus, c'était 11h, hein, c'est ça? Oui, et puis après les questions-réponses, ouais. On s'était dit. Ouais, ben on fait les questions-réponses, hein, je pense. Bah, ouais, oui, alors, je vous mets votre adresse. Il y a mon adresse email qui apparaît sur le dernier slide. Donc, effectivement, comme il a été convenu, vous pouvez m'envoyer un email. On peut organiser des rendez-vous si ça vous convient sur les personnes qui sont présentes pour échanger par rapport à leurs problématiques. Je
suis désolé, hein, j'ai pas fait l'ensemble des titres, mais l'objectif quand même de la session, c'était d'argumenter beaucoup sur les marques. Mais si vous avez des questions, je suis prêt à répondre. Peut-être que les personnes, merci Monsieur Mouton, peut-être que les personnes peuvent ouvrir leur micro les uns après les autres, du coup, pour les questions, ce sera plus facile. Si certaines veulent, ou bien alors elles vous verront plus avec vous seulement. D'accord. Je ne sais pas, alors si les gens ont des questions. Alors, pas de questions particulières. On en a eu au fil de la présentation. Est-ce que des personnes souhaiteraient poser plus particulièrement des questions? Alors, on avait des questions qui tournaient autour de beaucoup de la marque. Bon, vous y avez répondu. Oui. Attendez, je vais reprendre les questions que j'avais. Alors, le contenu du site web, effectivement, il est protégé par les droits d'auteur. Donc, faites du contenu original. Ne faites pas de copier-coller, évidemment, du site de concurrents. Essayez de vous distinguer sur la qualité rédactionnelle et sur la qualité du contenu. Après, c'est à vous, effectivement, quand je dis définir une charte de communication, ça passe par la couleur de la marque, le logo, mais effectivement, c'est de travailler sur les couleurs pour que vous ayez une différenciation par rapport aux concurrents. Mais le fait, effectivement, de faire du copier-coller de site, on peut très bien envisager une action en concurrence déloyale et parasitisme, effectivement. D'accord. Bon, là, il y avait les questions. Ouais, quelqu'un qui demandait, par exemple, comment protéger le nom de son entreprise. Bon, le nom de son entreprise, c'est également, comme je l'ai dit, un nom de marque. Donc la question, c'est de bien se poser la question de quelle activité il fait, c'est-à-dire de bien définir effectivement les activités de produits et services et de prendre un nom qui ne soit pas trop typé par rapport à une activité et pas l'autre. Mais ça fait l'objet aussi d'un dépôt de marque. Après, la question, c'est est-ce qu'il se servira du nom d'entreprise pour les noms des produits ou il va décliner une ligne de produits derrière qui n'aura pas le même nom d'entreprise. Oui. Après, alors, on a une question. Oui, on a une question également sur le surplus. Pardon. Par une clientèle qui ne parle pas forcément français, où il ne faut pas que le terme, on n'en a pas parlé, parfois les grosses boulettes qu'on fait, c'est de prendre un terme qui a une valeur déceptive ou qui est de l'argot dans une autre langue. Il faut faire extrêmement attention, effectivement, à ce que la couleur ne vienne pas à l'encontre de la culture du pays ou que le terme considéré n'est pas une insulte dans l'argot d'une langue étrangère. D'accord. Il y avait une autre question sur le surplus de coûts pour 2 ou 3 classes pour la marque. Oui, alors le surplus sur la France, c'est assez simple, hein, c'est 190 pour le dépôt avec une classe et 40 € par classe supplémentaire. Ah bah, ça c'est simple. Ouais. Avec une protection de 10 ans. Donc effectivement, bien optimiser le nombre de classes, mais notamment dans les produits, les services, hein, comme je l'ai montré, de ne pas oublier les services parfois qui sont associés aux produits. Alors ça demande un peu de pratique. Le site permet de rechercher par mots-clés, en tout cas sur la plateforme de dépôt. Mais vous pouvez également regarder la classification de Nice, TM Class. Après, si c'est extrêmement stratégique, là, il vaut mieux passer par un professionnel. Je pense notamment, il y a des sujets parfois qui sont complexes et on a du mal à voir à quelle classe elles sont attribuées. Quand c'est l'agroalimentaire, vous allez
trouver assez facilement les produits. Il y a des produits comme, enfin, je prends une société qui fait de la cybersécurité, c'est pas si simple que ça de voir les produits et services qu'on met en place. Et sinon, il y a une question aussi sur le surcoût pour un dépôt communautaire ou le coût pour un dépôt communautaire. Alors, le coût pour un dépôt communautaire, bon, à peu près, il faut compter. Alors, déjà, il faut compter, on est plus à 800 000 euros, quoi. Donc, on est plutôt, vous voyez, un dépôt français, c'est 250 à peu près. Là, on passe à 800 à 1000 euros, quoi. Alors, la communauté, faites attention, hein, parce que il n'y a plus nos amis les Anglais, il n'y a pas la Suisse, hein, donc il faut voir ça. En ce moment, il y a l'Union européenne a mis en place dans le cadre du plan de relance, on a des aides, en tout cas des aides pour les PME. Elles peuvent, vous pouvez le faire vous-même ou en parler à votre conseil. C'est possible d'avoir 50%, il y a une indemnité de 50% des taxes quand vous déposez des modèles ou des marques en Europe sur la taxe de base. Voilà. Alors, attention, hein, il y a aussi des contraintes, il faut s'inscrire, mais en tout cas, c'est possible d'avoir une réduction. Et comme je vous l'ai dit, pour les PME, PMI, dans le cadre d'une visite de l'INPI, on peut envisager ce qu'on appelle un passe pays pour financer une partie des honoraires des experts, comme les avocats ou les conseils, sur la partie, j'allais dire service, et non les taxes. Là, nous, on ne finance pas les taxes, mais ça peut aller effectivement jusqu'à 5 000 euros, enfin la moitié en tout cas d'aide. Après, vous pouvez faire des dépôts pays par pays. Donc, il y a une marque Benelux, il y a des marques donc Benelux, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Tout dépend effectivement des pays sur lesquels vous voulez vous étendre, quoi. Très bien, merci. Alors, c'est vrai qu'on a quelques personnes qui auraient aimé en savoir plus sur la partie brevet, donc la demande éventuellement avoir une autre session sur les brevets. C'est vrai qu'on a volontairement plus orienté sur les marques suite aux questions des participants, hein, qui étaient plus orientés vers les marques. Donc, c'est pour ça que cette partie-là a été plus développée, hein. Donc, pour ceux qui auront besoin, Monsieur Mouton était disposé à faire des rendez-vous individuels, hein, donc avec. C'est possible de m'envoyer un mail là-dessus. Après, c'est vrai que le brevet, ça mériterait pratiquement une autre intervention, quoi. Bon, bah, ça fera un autre webinaire. On va en faire tous les mois, donc il n'y a pas de souci si vous êtes disponible plus tard. Bon, bah, très bien. Ouais, je crois qu'il n'y a plus de questions. Donc, merci Monsieur Mouton et Benoît Larcher pour vos interventions. Et puis, merci à tous les participants. J'espère que ça aura répondu à vos attentes. On organise un autre webinaire le mois prochain sur une autre thématique, hein, Marie-Laure, si tu peux. Oui, ce sera sur le recrutement, intégrer des nouveaux collaborateurs. Et là, ce sera Frédéric Langlois de l'APEC. Voilà, si certains des participants sont intéressés, thématique totalement différente, hein. Voilà. Donc, on met sur la responsabilité du chef d'entreprise. Bien, écoutez, on va pouvoir en arrêter là. Merci encore à tous. Merci Marie-Laure. On est désolé des petits problèmes techniques qu'on a pu rencontrer. Voilà, ça fait partie des aléas. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne journée et à une prochaine fois sur un autre webinaire. Merci. Merci. Bonne journée à tous, hein. Au revoir.
Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bon, même